vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. La plupart d'entre vous, sans le savoir, ont déjà rencontré un fumeur. Et quand on en rencontre un, il est trop tard pour revenir en arrière. Avec ce guide, j'espère vous aider à mieux gérer leur présence. À l'inverse, pour ceux qui n'en ont jamais vu, le guide que je vais vous livrer est à double tranchant. Il vous permettra de les repérer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Vous saurez aussi comment vous en prémunir, dans la mesure du possible. Si vous êtes toujours décidé, la compilation des observations faites par mes amis et moi-même commence dès maintenant. C'est quoi les fumeurs? Alors, il m'est encore aujourd'hui difficile d'établir précisément la nature réelle des fumeurs. Viennent-ils d'ailleurs? Sont-ils humains? L'ont-ils été? Sont-ils la simple représentation d'un délire paranoïaque? Commençons par décrire ce à quoi ressemble un fumeur. Il s'agit généralement d'un homme qui apparaît comme une silhouette à la limite de votre champ de vision. Il peut être assis en terrasse, accoudé contre un mur, en train de marcher brièvement dans la même direction que vous, etc. Cet homme fume, toujours, le plus souvent une cigarette blonde, d'où le nom que je leur ai trouvé d'ailleurs. Il vous sera impossible de vous rappeler son regard. Dans certains cas, le fumeur porte des lunettes de soleil. Inexplicablement, il vous laissera un souvenir d'homme bien habillé, même si sur le moment, ce n'est pas l'apparence qu'il prend. Il est parfois accompagné de plusieurs de ses semblables. Nous y reviendrons un peu plus tard. Qu'est-ce que ça fait? Alors, que font ces êtres de si spécial? Qu'est-ce qui me permet d'affirmer qu'ils ne sont pas simplement des êtres humains? Et pourquoi ce guide? Si vous croisez le regard d'un fumeur, il vous regarde. Il est possible également qu'il se mette en mouvement. Ne soutenez pas son regard. Ne cherchez pas à prolonger le contact visuel. En effet, c'est ce qui le pousserait à bouger. Le fumeur vous regardera, puis vous suivra du regard s'il sort de votre champ de vision. Il est crucial de ne pas vous retourner pour vérifier s'il est toujours là. Évitez toute interaction avec un fumeur. Ne lui parlez pas. Ne cherchez pas à communiquer avec lui, ni à avoir de contact physique. Si vous le faites, là encore, le fumeur se mettra en mouvement. Si vous ne réussissez pas à suivre ses recommandations, ou si vous les ignorez en ayant affaire à un fumeur, celui-ci va alors se mettre à vous suivre, en restant toujours à la limite de votre champ de vision. Plus vous y penserez, et plus vous entrerez en contact avec lui, plus il sera présent, et plus longtemps durera sa poursuite. Il est possible que vous sentiez une odeur de cigarette quand l'un d'eux s'engage derrière vous. Fait alarmant, l'odeur peut se faire sentir sans présence avérée de fumeur, si les contacts avec ceux-ci se font trop réguliers, et ce, même en lieu sûr. Les fumeurs poursuivent ceux qui les remarquent. Une fois leur cible débusquée, ils deviennent plus nombreux. Il n'est alors pas rare de les apercevoir plus fréquemment, et par groupe de 2 ou 3 individus. Quand les fumeurs sont sur 2, ils se mettent à frapper à vos portes tard la nuit, lorsque vous dormez. Leurs coups sont extrêmement bruyants et brutaux, et étrangement réguliers. Il est possible, lorsque vous parvenez à les maintenir à distance suffisamment longtemps, que vous les entendiez chuchoter. Ils vous demandent que vous leur ouvriez la porte. N'ouvrez pas. Ils occuperont les espaces devant vos fenêtres si cela est possible. Ne les ouvrez pas non plus, et soyez toujours méfiants avant d'en ouvrir une, si vous pensez être à la proie d'un fumeur. Pourquoi ce guide? Comme vous l'aurez compris, j'ai saisi comment les fumeurs fonctionnent à force de les provoquer et de tester leurs limites. J'ai également commis des erreurs, comme tout scientifique qui expérimente. Sans entrer dans les détails, les représailles pour lesquelles j'ai des preuves fiables peuvent aller de quelques brûlures à la perte d'un membre. Dans chacun des cas, vous souhaiterez ne plus jamais recroiser un fumeur. Je ne peux qu'émettre des hypothèses, n'étant jamais allé jusqu'au bout d'une chasse de fumeurs. À chaque fois que vous en remarquez un, il vous suit et attire ses congénères. Il cherche à occuper vos sens, limite du champ de vision, bruit contre la porte, odeur de cigarette, sans vraiment le pouvoir, et à partager le plus possible votre espace vital. Il se fait inoubliable, apparition dans des cauchemars récurrents, présence constante, début de troubles paranoïaques. Bref,
Pour moi, le fumeur se nourrit de l'attention qu'on lui porte. Plus on lui en porte, plus il se nourrit. Plus il se nourrit, plus il est fort, et plus il est difficile de ne pas le remarquer. Son objectif est de vous rendre fou par sa présence incessante. Que faire? Les fumeurs sont concentrés dans les lieux les plus fréquentés. La meilleure garantie est donc d'habiter dans une zone faiblement peuplée, ou d'être un ermite. Évitez les grandes villes. Les fumeurs sont des lâches. Ils n'approcheront que si vous êtes seul. En cas de doute, trouvez une connaissance à appeler ou engagez une discussion avec un inconnu. Si vous pensez avoir vu un fumeur, n'entrez pas en contact avec lui. Si vous l'avez vu, il vous a déjà remarqué depuis longtemps. C'est une certitude. Ignorez-le. Tant qu'il est seul et à la limite de votre champ de vision, il n'a pas assez de force pour vous atteindre. Raison de plus pour ne pas lui en donner. Les fumeurs, une fois en essaim, ne relâchent plus leur proie. Si par mégarde vous êtes poursuivi par plusieurs fumeurs, ignorez-les. Vérifiez les alentours de votre domicile. Si vous observez la présence de mégots, de bouleaux de cigarettes ou de paquets de tabac vides autour de chez vous, là où vous n'en trouviez pas auparavant, déménagez en milieu rural au plus vite. S'ils frappent chez vous, ne les laissez pas entrer. Appelez quelqu'un, faites venir du monde dans la pièce où vous vous trouvez. Communiquez avec des êtres humains. Si c'est impossible, appelez la police. Ne sortez sous aucun prétexte. Si vous vous réveillez et qu'un d'entre eux est dans la pièce où vous vous trouvez, restez totalement immobile. Le contact est inévitable. Ne faites pas un bruit. Comme je l'ai dit un peu avant, certains d'entre vous ont forcément eu un contact avec un fumeur. Je vous mets en description plusieurs liens de topics qui, pour moi, sont des attaques de fumeurs. Jeudi 14 novembre. Bon, ça fait un moment que ma tante m'a offert ce journal, donc autant l'utiliser à partir de maintenant. Il est 17h28. Après les cours, avec mes amis Hugo et Ryan, nous sommes allés nous balader sur les rails d'un chemin de fer abandonné, comme à notre habitude, avant de rentrer chez nous. En marchant, Ryan eut la merveilleuse idée de vouloir faire une invocation. Personnellement, je n'y crois pas, donc j'ai accepté, et Hugo également. Ce soir, on apporte des bougies, et Ryan se charge du reste. On a rendez-vous vers 23h40 au chemin de fer. Vendredi 15 novembre. Minuit 5. Je viens de rentrer à la maison. Comme je le pensais, après que Ryan eut fini de faire l'incantation, rien ne s'est passé, et Hugo en a bien profité pour l'embêter. Mais bon, sur le chemin du retour, je me suis senti un peu mal, sûrement dû à la fatigue. 5h12. J'ai fait un cauchemar assez bizarre. Un homme grand a s'avancé vers mon lit. Il y avait un sifflement de serpent qui retentissait dans la pièce. L'homme avait des cheveux noirs, en bataille, une bouche cousue. Ses lèvres étaient déchirées à cause des fils, et d'ailleurs, son sang coulait un peu. Il possédait un sang noir. Il avait des fils barbelés accrochés à son cou et ses poignets. À cause d'eux, sa peau était coupée, lacérée et arrachée à certains endroits. Cet homme m'avait attrapé les bras assez rapidement, ce qui me sortit de ce cauchemar. Je pense que je vais déjà me préparer pour le lycée et perdre mon temps sur l'ordinateur avant de prendre mon bus. Samedi 16 novembre. Midi 39. Je me sens toujours mal par rapport au cauchemar que j'ai fait. Ça me fait penser, Hugo s'était senti surveillé cette nuit-là, mais bon, il avait dit qu'il pensait que c'était son chat. Cette sensation dérangeante, je la ressens également, mais ça doit être mon imagination. Lundi 18 novembre, 18h47. Aujourd'hui, je me suis évanoui en plein cours. Tout ce dont je me souviens, c'est les bruits. Ça avait commencé par les sifflements de vendredi. Ensuite, il y a eu des bruits de pas, lourds et imposants tout autour de moi, jusqu'au silence le plus complet qui dura une demi-minute pour ensuite laisser place à une voix masculine, ce qui était la dernière chose que j'ai entendue. Je me souviens de ces mots. « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas ?» Je me suis réveillé à l'infirmerie, Ryan et Hugo à mes côtés. Ils m'ont tout expliqué. Sans savoir la raison, je savais que la voix que j'ai entendue appartenait à l'homme de mon rêve. Cette histoire est réellement étrange. Mardi 19 novembre, 23h22. Alors que j'allais m'endormir, j'ai cru apercevoir une ombre dans un coin de ma chambre, qui me fixait. Je me suis senti si mal que j'ai allumé ma lampe sur la table de chevet. Je crois que je vais passer une nuit blanche. J'ai l'étrange impression que si je ferme les yeux,
je risquerais de le regretter. Mercredi 20 novembre, 13h54. Après avoir réfléchi à tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps, je décide d'appeler la chose Black Snake. À chaque fois qu'il m'arrive un truc bizarre, j'entends un sifflement de serpent. Et puis, il a les cheveux noirs, et à chaque fois il fait sombre, ou bien ma vue faiblit. Donc voilà. Il faut vraiment que je dorme. J'ai fini par penser que j'avais besoin d'aller voir un psychologue. Jeudi 21 novembre, 17h. Je sens que cette histoire va mal finir. Hugo aussi entend les sifflements, et Ryan refuse de dormir la nuit à cause des sensations de regard sur lui. On est tous les trois dans le même cas. Je commence à croire que c'était une très mauvaise idée de faire cette invocation. On ne sait même pas ce qu'on a fait venir. Je manque vraiment de sommeil également. J'ai du mal à vouloir dormir. Lundi 24 novembre, 16h09. Dans le bus du matin, j'allais mal. J'essayais vainement de me tenir éveillé avec ma musique. J'avais la gorge serrée et un peu de mal à respirer. Alors que la musique qui passait dans mes oreilles devenait de plus en plus calme, je sentais mon cœur partir. Les battements se faisaient plus faibles. Jusqu'à ce que la playlist change et enclenche du rock. Dans un sursaut discret, mon cœur repartit fortement, mais douloureusement. Hugo n'est pas venu au lycée aujourd'hui, et Ryan paraît bizarre. Il a un sourire dérangeant, et les larmes lui montent souvent aux yeux. Une chose est sûre, il ne veut plus entendre parler de Black Snake. Jeudi 28 novembre, 10h36. J'ai été renvoyé chez moi. Les profs ont trouvé bizarre que j'avais trop mauvaise mine pour rester au lycée. Je m'inquiète pour Hugo. Ça fait depuis lundi qu'il n'est pas venu, et Ryan paraît assez parano sur les bords. Ça devient réellement flippant. J'entends Black Snake presque tout le temps. Du moins, ses sifflements. Je commence à le voir de plus en plus. Je commence à fermer les yeux, de moins en moins souvent, mais je sais qu'il m'aura. Bientôt. 13h54. Hugo a été retrouvé dans les bois. Il s'est suicidé. Il n'a laissé aucune lettre, ni rien, qui pourrait expliquer son acte. Ça me fout la frousse. Samedi 30 novembre, 18h22. Aujourd'hui, j'ai été voir si Ryan allait bien. En rentrant dans sa chambre, il était en train de se claquer la tête contre le mur en pleurant. Lorsque j'ai voulu le reculer, il m'a poussé violemment, en me disant de dégager. Je n'avais pas envie de l'énerver davantage, et puis, sa mère m'a demandé de partir. J'ai dû rentrer chez moi. Lundi 2 décembre, 17h15. Black Snake a traumatisé Ryan à vie, j'en suis sûr maintenant. Quant à moi, je sens qu'il va venir m'achever. Le sommeil me manque tellement que j'ai des hallucinations et que je n'arrive plus à rien. Je le sens, il approche. Les sifflements deviennent de plus en plus assourdissants. Le bruit me brûle les oreilles. J'ai constamment mal à la tête. Je me demande comment je fais pour continuer à écrire tout ça. Hugo me manque. J'en reviens toujours pas qu'il ait fait ça. Mais bon, j'ai déjà assez pleuré pour lui. Je dois me ressaisir pour pouvoir essayer de vaincre ce foutu démon. Vendredi 6 décembre, 7h50. Notre invocation nous guidera à notre fin. Ce matin, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai cru l'apercevoir. J'entends encore sa voix me dire « Bientôt. » Tu n'auras plus l'occasion de ne pas croire en moi. Les sifflements se sont stoppés, mais j'entendais pas. Vers ma chambre. Mon cœur bat au rythme des pas. Il s'approche. Tout ça me perdra. Un adolescent de 16 ans, Brandon, a été retrouvé pendu dans sa chambre après avoir écrit Black Snake en grand sur une feuille de papier, avec de l'encre noire, imitant la texture du sang. Il y a de cela 25 ans, j'étais un jeune journaliste pour un journal local nommé La Bretagne. J'étais vraiment au balbutiement de ma carrière. Mais mon premier grand article ne s'était pas fait attendre. En effet, celui-ci parlait d'un tueur en série qui avait détourné un bus scolaire qui avait à son bord 19 adolescents, un chauffeur et 2 professeurs. Après avoir tué les adultes, le tueur en série, Raymond Pierre, avait emmené les ados dans sa maison de campagne, où il avait mis en place de quoi les garder captifs, tout en pouvant s'abandonner complètement à ses pulsions meurtrières.
il n'y a eu que 2 survivants à ce massacre. Ce que vous voyez à l'écran est mon article, que vous pouvez lire pour prendre connaissance de l'affaire. Une adolescente s'échappe de la maison des horreurs. Laura Morrison devient une héroïne après s'être échappée des griffes de tueurs en série, sauvant également son camarade de classe. On dirait le scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien réel. Après avoir détourné le bus d'une classe de seconde, un tueur en série, Raymond Pierre, a ramené les passagers chez lui, où il les a enfermés dans une cage. Chaque jour, il sortait un élève et le torturait de façon horrible, tout en obligeant le reste des élèves à assister au spectacle. Puis, il les tuait à l'aide d'un marteau. C'est pendant qu'il lobotomisait le pauvre Tony que Laura est parvenue à sortir de sa cage et à tuer leur bourreau d'un coup de marteau dans la tête. À l'arrivée de la police sur les lieux, il y avait 17 cadavres d'adolescents qui pourrissaient sur le plancher. Un spectacle macabre qui n'aurait laissé que 2 survivants. Notre héroïne et Tony. Ce dernier est désormais dans un état végétatif. C'est la foi en Dieu qui m'a permis de survivre dans cet enfer, a déclaré la jeune Laura. Elle, qui était la souffre-douleur de sa classe depuis plusieurs années, a réussi à trouver en elle le courage d'affronter ce tueur en série et de sauver son camarade de classe, celui-là même qui l'a harcelé à l'école. 17 cadavres, 17 jours de calvaire. C'était un vrai miracle que cette Laura ait réussi à tenir et à avoir le courage de se révolter au bout de tant de temps. Surtout que, selon la police, les tortures infligées aux adolescents étaient encore plus perverses que ce que Raymond Pierre avait l'habitude de faire. C'était un vrai miracle que cette jeune fille harcelée à l'école ait pu le mettre hors d'état de nuire. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais aucun ne surpasse celui-ci en termes d'horreur. C'est pour cela qu'à l'approche d'Halloween, mon chef m'a demandé la semaine dernière d'aller voir ce qu'étaient devenus les survivants de cette affaire, à savoir Laura Morrison et ce pauvre Tony. Laura a réussi dans la vie. Suite à son nouveau statut d'héroïne, elle est passée de souffre-douleur à star du lycée. Elle a pu obtenir facilement des bourses d'études et a suivi un cursus médical, puis est devenue médecin. Actuellement, elle est en Afrique en mission humanitaire pour aider les enfants les plus démunis. Un vrai conte de fées. Comme si cette affaire l'avait rendue plus forte et avait provoqué en elle le déclic pour mener sa vie de la meilleure des façons. Je suis allé voir Tony. La première fois, je n'ai pas pu le rencontrer. Ses parents m'avaient informé qu'il avait une maladie incurable et qu'il n'allait pas bien en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ce garçon, réduit dans la fleur de l'âge à l'état de légume par un tueur en série. Et ensuite, contracter une maladie mortelle et incurable. À l'inverse de Laura, cette affaire avait gâché sa vie de la plus cruelle des manières. Même s'il était un des harceleurs les plus zélés de Laura, il ne méritait cela en aucun cas. Ses parents m'ont contacté hier, m'annonçant qu'il n'en avait plus pour longtemps et que son agonie allait bientôt se terminer. Je n'aurai donc plus l'occasion de le rencontrer. J'y suis donc allé, et au chevet de son lit, il a prononcé ses premiers mots en 25 ans de silence. Tout ça, juste avant de rendre l'âme. Ces mots résonnent encore en moi, donnant naissance à un terrible frisson me parcourant tout le corps. Des mots qui donnent une toute autre vue sur une affaire datant de 1990. Elle a eu le tueur le premier jour. La route était couverte d'un épais brouillard. Denise avait décidé de louer une chambre pour la nuit, vu qu'elle avait garé sa voiture près d'un hôtel inconnu. Elle sortit de sa voiture, regarda autour d'elle, pour trouver un signe d'une entrée dans la brume grise. Une petite lumière traversa le brouillard, pour révéler une porte en verre donnant sur le hall de l'hôtel. Un homme âgé, derrière le comptoir, regarda Denise avec une expression épuisée. « Je peux vous aider, madame ?» Il demanda avec une voix fatiguée. Denise s'approcha et demanda une chambre. Après l'échange, une clé lui a été remise. Elle se dirigea vers la chambre et verrouilla la porte derrière elle. Elle s'assit pendant un moment, parlant à un partenaire qui l'avait toujours excité. Il était toujours là, depuis son divorce désastreux,
jusqu'à la mort de ses parents. Personne ne la comprenait comme lui. Il la faisait se sentir en sécurité, la protégeant toujours de la cruauté du monde extérieur. Elle a tout laissé pour être avec lui. Il ne l'a jamais jugée, il ne l'a jamais laissé tomber. Denise s'est sentie complète quand elle l'a touchée pour la première fois. Elle, qui était une femme qui avait toujours traversé la vie sur un seul chemin. Quand elle le touchait, elle ressentait un pouvoir que seul lui pouvait lui fournir. Denise prit une bouteille de vin, la sirotant avec une satisfaction pleine de larmes, tandis que la chaîne stéréo vibrait avec sa musique préférée. La nuit était encore assez sombre pour que ses pensées se bousculent d'un coup. Elle s'est rappelée du vieil adage « Ton esprit peut être ton pire ennemi ». Son imagination sévissait avec différentes possibilités. Ce qui aurait pu être, comment les choses avaient dû être, et comment il était trop tard pour changer. Les choix ne pouvaient pas être repris une fois qu'ils avaient été faits. Denise alla dans la salle de bain, répanda son maquillage sur tout le lavabo. Elle s'arrangea parfaitement pour son partenaire. Elle a toujours été fière de la façon dont elle pouvait placer le rouge à lèvres cramoisi sur ses douces lèvres. Son ex-mari s'en foutait qu'elle ait une vision de la beauté. Son seul but était de conquérir les cœurs des autres femmes. Le partenaire de Denise a fini par s'occuper de ce problème. La musique est devenue du doux jazz. Denise dansa doucement hors de la salle de bain et prit du lit, où elle prit son partenaire et le fit danser au rythme du son. Denise le tint fermement, tandis que la nuit avançait, en même temps que les larmes coulaient de ses yeux. Son mascara, mélangé à ses larmes, traînait sur ses fossettes. La danse s'est arrêtée au moment où la musique s'est stoppée. Dans un bruit de silence, Denise regarda son partenaire, prête à faire ce qu'elle attendait de faire depuis si longtemps. Elle s'agenouilla, le tenant fermement. Elle avait toujours admiré la taille qu'il avait, le sentant souvent, jusqu'à se souvenir de la force qu'il lui avait donnée. Lentement, elle plaça le canon dans sa bouche, le plus loin possible. Le bonheur absolu traversa son corps. Elle faisait enfin ce qu'elle avait toujours voulu faire. Elle ferma les yeux, tandis que son partenaire disait enfin quelque chose pendant cette longue nuit froide. La détonation s'est fait entendre dans plusieurs chambres. La police trouva le corps de Denise sur le sol. Elle avait commis un suicide, plutôt que d'être arrêtée pour le meurtre de son ex-mari. J'ai mangé mon gros orteil. C'était la meilleure chose que je pouvais faire. J'aimerais poser une date sur cet événement si particulier. Le problème, c'est qu'il s'est déjà passé un hiver depuis la fois où j'ai perdu la notion du temps. Un hiver depuis le jour où j'ai involontairement tué mon père. Et si je n'avais pas coupé les ponts avec ma famille, aurait-elle entamé des recherches? Se sont-ils déjà souciés de nous deux, ces hypocrites? Quoi qu'il en soit, je préfère la froideur de la nature sauvage à la chaleur d'un tribunal et le jugement des gens civilisés. Dehors, on peut se faire mourir un pied avant de le dévorer. En prison, les jours nous rongent doucement. On finit par dépérir d'ennui, j'en suis certain. Cet hiver me paraît plus froid que le précédent. Pourtant, l'an passé, l'ambiance était glaciale. Et si j'avais entendu quelques secondes avant de refermer le coffre, eh bien, je n'écrirais pas cette confidence, cet aparté sur ce carnet dont je viens à présent de trouver l'utilité. Et si mon père n'avait pas tenu à sortir l'appareil photo pour immortaliser ce stupide chalet miteux, je n'aurais probablement pas refermé le coffre sur son crâne. J'ai vomi. Ça m'a fait sacrément mal au bide. Ma gorge me brûle. L'eau qui aurait pu servir à me soulager gèle au fond du bac. J'ai vu mon ongle dans la flaque. Il m'a paru comme un poisson mort, flottant sur une mer de sang. Je ne sais pas trop ce qui a provoqué ce renvoi. Peut-être est-ce cet orteil dont j'ai souvent négligé l'hygiène.
Cette petite tache noire sous la kératine était probablement un mauvais champignon. Peut-être est-ce ce flashback, cet instant éphémère que le choc immortalise. Le visage de mon père, cette cascade écarlate qui s'y déverse et l'aveugle. Durant des moments d'irrationalité, je m'occupe l'esprit en tentant de calculer combien de temps la bordure de métal de la portière du coffre est restée plantée dans le crâne de mon père, avant d'être dégagée de force par la pression du vérin. J'ai faim maintenant. Je pourrais essayer avec le deuxième orteil, ou bien le pied tout entier, ou bien les deux. De toute façon, voilà des jours que je ne les sens plus. Maudite chaussure. Mon père m'avait pourtant mis en garde sur la mauvaise qualité des semelles. On devait rester dans ce chalet une semaine. Il m'avait prévenu qu'à cette altitude, je ne trouverais que de la neige. En peu de temps, mes pieds seraient humides. Je pouvais même risquer des engelures. S'il savait. Lorsque je l'ai enterré, il portait une chaude paire d'après-ski. Porter les chaussures d'un mort me répugne. Alors, je les ai laissées là, recouvertes de terre et de neige, un peu plus bas, au milieu des sapins. Aujourd'hui, je ne suis même plus sûr de retrouver cette tombe de fortune. À quoi bon? Maintenant je rampe. J'ai mangé mon pied gauche. Il me restait un bandage dans la trousse de secours récupérée dans la voiture. Le sang a traversé le tissu. J'ai plongé ce qu'il restait de ma jambe dans une motte de neige. Et j'ai attendu. Mes doigts en ont pris un coup. J'ai de plus en plus de mal à écrire. Je connais bien cette douleur. Ça pique. Ça brûle à chaque fois que la peau travaille. Je dois tenir mon stylo avec l'extrémité de mon pouce et de l'index. Que me restera-t-il lorsque j'aurai mangé mon autre pied? Je dormirai la fenêtre ouverte, la main droite posée sur le rebord. Le lendemain, je la retrouverai toute bleue et je m'attaquerai au petit doigt. Je commencerai à le sucer comme un glaçon avant d'y planter mes doigts, en espérant que ce bout de viande soit plus tendre que mon talon. Je ne vomis plus. Il paraît que l'on s'habitue vite au goût du sang. Il paraît même qu'on finit par y prendre du plaisir. Après tout, quel plaisir me reste-t-il? Je n'ai pas été très malin l'hiver précédent. Mon père avait prévu juste assez de gaz pour une semaine. Il avait acheté les provisions en conséquence. Un peu plus de nourriture que d'habitude, nuit de la Saint-Sylvestre oblige. Le chagrin, la culpabilité et le deuil m'avaient plongé dans un état catatonique. 3 jours seulement. Le 4e jour m'avait ouvert un abominable appétit. C'était sans réel plaisir que j'avais dévoré seul les rations de fromage fondu, de pommes de terre à l'eau et de charcuterie, en 2 jours seulement. Le reste des provisions m'avait permis de tenir 3 semaines de plus. J'ai mangé ma main droite. Je pensais que chaque doigt allait me faire tenir une semaine. Avant-hier, j'ai commencé par l'auriculaire, comme je l'avais prévu. Hier, j'ai terminé la partie la plus dodue de la pomme. Ou peut-être que c'était avant-hier. Je ne sais plus vraiment compter les jours. Je crois que j'ai un peu de fièvre. J'ai sûrement attrapé une infection quelque part, ou peut-être un simple coup de froid. Je trouve encore le moyen de me faire rire. Je n'en ai pourtant plus pour très longtemps. Bien sûr, je possède encore des ressources. Je pourrais bien survivre jusqu'à la fin de l'hiver. Il me reste 2 jambes, 2 bras et une main. Mais à quoi bon être cul-de-jatte si personne n'est là pour me nourrir? Je me souviens d'un reportage à la télé, sur un homme-tronc. Il avait un assistant. Il faisait des choses incroyables avec sa bouche. Mes lèvres à moi ressemblent à la face ridée de la lune. Je ne serais pas étonné qu'elles finissent collées à une paroi. Comme dans un mauvais sketch qui se déroulerait à la montagne. Je me suis assoupi. J'ai même rêvé. Chose rare, je m'en souviens encore. J'étais au volant de la voiture de mon père. J'étais déjà loin du col, loin de la route enneigée. Il n'y avait plus aucune montagne à l'horizon, seulement du sable et un soleil brûlant. Mon inconscient s'était souvenu à quel point souffrir de la chaleur était un doux plaisir. Quitter le col, ça j'aurais pu. Rouler en direction du sud, m'exiler dans une de ces régions où la misère est plus supportable. Me terrer dans un de ces coins où il suffit de tendre un bras sous les branches d'un arbre pour se nourrir. Ça, je l'aurais fait. Mais après avoir caché mon crime, j'étais tellement terrorisé que j'ai usé la batterie de la voiture pour apaiser mes angoisses. Plein phare dans la nuit. Et c'était fini. Hier soir, le vent a tout balayé.
Je ne suis plus membré correctement pour réparer la fenêtre et la porte. Je n'ai plus la force de me faire un feu. Et même si je le pouvais, comment craquer une allumette avec tout ce vent? Je suis congelé. Mes confidences vont s'arrêter là. Je vais probablement mourir de froid. C'est long. Si seulement. Et je n'avais pas refermé le coffre. Je suis ce qu'on pourrait appeler un accro au jeu. J'avais perdu tout ce que j'avais. L'heure était venue de payer et je n'avais rien que la chemise que je portais. C'est là qu'ils m'ont laissé une chance de racheter mes dettes. C'était le genre d'opportunité qu'ils réservaient aux gens comme moi. Ils appelaient ça « le vainqueur remporte tout ». Ils réservaient une marge de crédit rien que pour ce jeu. C'est un jeu qui se joue à deux. Il te donne un bout de papier avec une adresse et une montre en toc noire avec la marque du casino. Il donne la même chose à ton opposant dans un autre bar quelque part en ville. Oui, j'avais oublié de le dire. Dans ce jeu, on ne joue pas contre la maison. On est face à un autre joueur. Aucun détail sur ce mec. C'est à toi de sortir les doigts du cul pour le trouver avant qu'il ne te trouve. Voilà comment ça se passe. Tu fais ce que tu veux. Mais passé 2 heures, soit l'un des joueurs est mort, soit le casino s'assurera que les deux le soient. Ils nettoieront le bordel, quel qu'il soit, et feront en sorte que personne d'autre ne soit blessé. La feuille avec l'adresse est juste là comme une piste. Rien ne t'oblige à te rendre là où pointe l'adresse. Mais la maison viendra récupérer l'argent des dettes. Le vainqueur, s'il y en a un, rentre chez lui avec 100 000 $. Une somme dérisoire comparée à ce qu'ils font avec les paris de leur clientèle privilégiée. Mais dans la situation où je me trouvais, c'était bon pour moi. Je suis assis dans ma voiture, en face de l'adresse sur la feuille. Je peux attendre la fête qui bat son plein à l'intérieur. Forte musique, ça a l'air bondé. Ils aiment rendre ça difficile. Je vérifie l'heure sur le tableau de bord. Plus que 10 minutes. Les dés sont jetés. Mon adversaire a peut-être foncé vers l'aéroport dès sa sortie du bar. Je le sais, j'ai été tenté de le faire aussi. Il pourrait déjà être à mes trousses. Putain, ce mec pourrait bien péter les plombs et faire un bain de sang dans cette foule. Mais c'est ça le monde du jeu d'argent. Je tente le coup. Alors que les dernières minutes s'écoulent, je vois un mec sortir en courant. Son désespoir est évident. Il sait qu'il est un loser. Je le sens d'ici. J'allume l'enseigne de mon taxi. Il se dirige vers mon véhicule et saute à l'arrière. Je vous emmène où? N'importe où. J'ai juste besoin de dégager de là. Et vite. Bien reçu. À travers mon rétroviseur, je le vois relever sa manche et jeter un œil à sa montre, noire, avec la marque du casino. Je sens monter en moi ce délicieux et familier rush d'adrénaline. 5 victoires d'affilée. Le premier n'a pas remporté assez, mais ensuite, j'ai eu de quoi acheter le taxi. Je devrais vraiment m'arrêter, mais je suis bien lancé dans une bonne série. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis ce qu'on pourrait appeler un accro au jeu. L'écriture n'est pas mon fort. À vrai dire, j'ai toujours détesté lire, et j'ai horreur de tenir un stylo dans la main. Et pourtant, vous lisez aujourd'hui mon texte. La psy m'a dit que ça faisait partie de ma thérapie, qu'il fallait que j'écrive pour m'aider à oublier ma mésaventure et les illusions qui vont avec. Tu parles, comme si je pouvais oublier cette chose. La journée avait pourtant si bien commencé. J'avais réussi à convaincre Annie de me laisser une chance lors du bal du lycée. Mes potes Léo, Kevin et Stefano avaient prévu une sortie méga cool pour samedi prochain. Et l'anniversaire de ma petite sœur Myriam avait lieu ce soir. Je lui avais acheté des bonbons, ses préférés, ainsi qu'un CD de musique country. J'étais fier de mon cadeau. Elle adore ce genre de musique. Mais le meilleur était encore à venir. Une sortie scolaire dans le massif des Bauges. J'adore les randonnées, le camping, les activités en plein air. Avant, je ne ratais pas une occasion de pratiquer toutes sortes de sports extrêmes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Bref, j'étais impatient de pouvoir me balader dans la montagne. Bien évidemment, rien n'est parfait. Ainsi, la classe était divisée en 5 groupes, tous accompagnés d'un pion, et je n'avais pas pu choisir mes coéquipiers. Heureusement, Léo était avec moi. Kevin et Steph n'avaient pas eu cette chance, ils étaient séparés. Il y avait aussi dans mon groupe Lisa, Marion
et Sarah. 3 pimbèches que je trouve un peu stupides. Aurélien, un geek qui passe son temps sur sa console, Lucius, un crétin fini, ainsi que Benjamin et Roméo, qui sont tous les deux dans mon équipe de basket. Le voyage en bus s'était bien passé. Les profs nous avaient fait les recommandations habituelles et donné leur numéro de téléphone en nous prévenant de ne pas hésiter à les appeler en cas de problème. Je n'écoutais qu'à moitié, trop concentré sur le paysage pour être attentif. À vrai dire, Lucius me gâchait mon plaisir, en n'arrêtant pas de hurler à tue-tête en me désignant. Au pire, y a le scout qui peut nous montrer le chemin. Hein, le scout que tu sais que la mousse sur les arbres indique le nord, et des conneries du genre. Une fois sortis du véhicule, nous nous sommes regroupés, et hop, nous étions partis à l'aventure. Pour être honnête, j'exagère grandement. La plus dangereuse étape du voyage fut de franchir un torrent sans tomber dedans. Pour cela, Madame Caff, notre surveillante, nous avait demandé de passer 2 par 2, et surtout, en nous tenant la main. Ça avait fait rire Benjamin. Je l'ai entendu murmurer à l'oreille de Roméo « On n'est plus des gamins !» Bizarrement, il a arrêté de ricaner quand il se retrouvait à tenir la main de Marion. Avec Léo, on s'est jeté un regard entendu, et on a foncé pour passer les premiers. Une fois de l'autre côté, il m'avait chuchoté « C'est chiant cette sortie. En plus, les autres nous ralentissent. » J'avoue avoir été assez d'accord là-dessus. Aussi, quand il a continué, j'ai tout de suite hoché la tête. Une petite escapade à 2, ça te dit? L'occasion s'était présentée presque immédiatement, lorsque nous avons entendu un énorme bruit de plongeon. Madame Caff était tombée à l'eau, entraînant avec elle Lisa, sa partenaire de passage. Nous avons profité de l'agitation pour nous éclipser. Dès lors, fini la surveillance et l'ennui. Nous sommes partis de notre côté. J'étais inquiet quant à savoir comment retrouver notre chemin, mais Léo a haussé les épaules en me disant « Au pire, t'as Google Maps sur ton tel, non ?» J'avais opiné, et bien vite oublié mon inquiétude devant les grands espaces qui s'offraient à nous. J'avais insisté pour nous diriger vers la partie rocheuse de la montagne. Léo avait hésité, mais finalement, il m'avait suivi. Quand nous avions eu faim, nous nous étions assis et avions sorti nos sandwichs. Léo avait même amené du soda et du saucisson avec un couteau de cuisine. Le luxe. « Hé, tu te souviens de mon père ?» m'avait demandé mon ami. « Celui qui est inspecteur de police ?»« Bah oui, j'en ai qu'un, crétin. » Je lui avais donné un coup de poing amical dans l'épaule, et après une petite bagarre, il avait repris. « Ouais, donc je disais, mon père a travaillé sur un cas dans la région, il y a 6 ou 7 ans, un orphelinat isolé dans les environs. Pourquoi construire un orphelinat dans ce trou perdu? Y a même pas de route, l'avais-je coupé. Léo adorait inventer, puis raconter des histoires à faire frémir les plus courageux. Il était doué, il faut l'avouer. Ah mais j'en sais rien moi, je fais que raconter. Bref, j'écoutais aux portes ce jour-là, dont je connais l'histoire dans les grandes lignes. Les adultes retrouvés morts, j'ai pas bien compris comment. Mais ça devait être dégueu. Un des collègues de mon père s'est mis à vomir quand ils ont sorti les photos. Et tous les enfants disparus mystérieusement. Tout ça à 2 pas d'ici. J'avais rigolé, et lui aussi, mais il semblait moins assuré que d'habitude. C'est alors que l'orage avait éclaté. Dans la montagne, le temps change très rapidement, et j'étais le premier à le savoir. Pourtant, j'ai suivi Léo lors de cette expédition. Putain, ce que je suis con. Putain, Léo. Sale connard. Je suis désolé. Relecteur, je me suis mis à pleurer en écrivant, et j'ai fait ce que ma psy appellerait une rechute. En gros, je ne sais plus ce que je fais. Je délire à propos de ce que j'ai vécu. D'après ma mère, je tape même la tête contre le mur. C'est vrai que j'ai mal au crâne. Je vais arrêter là. Écrire, ça ne fait rien de bien. Je devrais juste balancer ce torchon dans une poubelle. Je suis pas fier. J'ai pas tenu 3 jours. Étrangement, ça me manquait. Peut-être que la psy avait raison, et que ça m'a fait du bien d'écrire. Bref, l'orage a éclaté, et on était bien moins enthousiaste. À vrai dire, on pensait même à rentrer. Mais voilà, avec le temps, la brume s'était levée. Impossible de retrouver son chemin, même avec Google Maps. C'était peut-être pas une bonne idée de s'éloigner comme ça, ai-je hurlé pour couvrir le tonnerre. Je pense qu'il a opiné de la tête, mais avec le brouillard, on ne voyait pas plus loin que 2 ou 3 mètres.
J'ai eu peur que l'on se perde de vue. Alors, j'ai sorti de mon sac une corde. Léo m'a regardé faire avant de siffler. « Waouh, tu sors toujours avec la panoplie du parfait alpiniste sur toi ?» Du moins, je suppose que c'est ce qu'il a dit, vu que je n'ai rien entendu à cause de la tempête. Dans le doute, j'ai haussé les épaules. Il est vrai qu'avant cet événement, je ne sortais jamais dans la nature sans un couteau suisse, une corde robuste et un guide de survie. Question d'habitude. On s'est attachés l'un à l'autre et on a repris la marche. Au début, on se racontait des blagues afin de ne pas paniquer. Ensuite, ça a été le tour des derniers bottins au bahut. Puis, des histoires d'horreur. Puis, on s'est mis à parler en même temps, à se raconter n'importe quoi, même les infos les plus basiques. J'ai entendu Léo répéter 3 fois qu'il était allergique à la lavande. Et je sais que ce que je disais n'était guère mieux. À la fin, on ne faisait que s'appeler toutes les 30 secondes. Je pense que tout ce que nous voulions, c'était entendre la voix de l'autre, savoir qu'on n'était pas seul. Petit à petit, l'orage s'est effacé, mais pas la brume. Ce n'est qu'après une demi-heure de marche environ que Léo a commencé à se comporter bizarrement. « Dis, tu as entendu ?» a-t-il lâché brusquement. « Ah, t'es lourd, mec. Arrête de vouloir me faire peur. »« Mais non, c'est sérieux !» a-t-il répondu. J'ai voulu rire, mais mon ricanement s'est coincé dans ma gorge. La voix de mon ami était trop tendue pour que ce soit une blague. Alors j'ai lâché d'un ton presque assuré. « Ah, ça doit être le vent sur les rochers. »« Je crois pas, » a-t-il insisté. « Sinon le brouillard aurait déjà dégagé. C'est la 5e fois que j'entends ça. » Peut-être un tout petit peu de vent, une brise, ai-je fait sans trop y croire. Cela ne l'avait pas convaincu. Après un moment, je l'ai entendu aussi, un long gémissement plaintif, presque enjôleur. Pensant que cela n'était que mon imagination, je me suis mis à siffloter pour cacher ma peur. Presque immédiatement, un deuxième ululement a retenti, plus insistant, plus fort, comme pour me répondre. C'était bizarre. On ne savait pas exactement d'où ça venait. On aurait dit une sorte d'écho qui retentissait dans toutes les directions. J'ai sursauté, et un mouvement dans la brume m'indiqua que Léo avait fait de même. « Tu l'as entendu cette fois ?» m'a-t-il chuchoté. « Ouais. » ai-je répondu sur le même ton. « C'est super flippant. » Je n'ai rien répondu. « On devrait se casser d'ici, vite fait. T'imagines si ce truc nous trouve ?» À ce moment précis, un autre grognement a retenti, plus proche et plus agressif. Sauf que cette fois, je compris qu'il ne s'agissait pas d'une créature, mais de plusieurs créatures, hurlant à l'unisson. On a pété les plombs et on est parti en courant, gueulant comme des malades. Ce n'était pas une réaction appropriée, c'est sûr, mais nos nerfs avaient trop souffert de la pluie, du tonnerre, de la brume et des hurlements pour supporter davantage. Encore maintenant, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions pas détalé ainsi. J'étais en tête, mais je sentais Léo, derrière moi, qui courait aussi vite qu'il le pouvait, hurlant de terreur, saisi par la même terrible peur qui serrait mes propres entrailles. Je ne me souviens pas vraiment de la durée de notre course. Je me souviens juste que celle-ci s'arrêta brusquement lorsque mes pieds rencontrèrent le vide. Je tombais soudainement sans cesser de hurler, dans un abysse de ténèbres, entraînant Léo à ma suite. Ce qui me réveilla, ce fut la douleur. Une horrible douleur, telle que je n'en avais jamais ressentie auparavant, dans ma jambe droite. « Martin, putain mec, tu vas te réveiller, oui ?» C'était Léo. J'ouvris les yeux. Là-haut, le soleil brillait de nouveau, éclairant une minuscule caverne à travers la crevasse béante dans laquelle nous étions tombés. J'étais sur une plateforme quelque peu surélevée, allongée. Je jetai un coup d'œil à ma jambe douloureuse. J'avais vu suffisamment de blessures sportives pour savoir qu'elle était cassée. Mais où était Léo ? « Martin, s'il te plaît, réveille-toi !» La voix provenait d'en dessous de moi. Je baissai la tête pour voir. À peine quelques centimètres en dessous se trouvait mon ami. Lui aussi était assis sur une plateforme, liée au fond de la crevasse par une pente douce. Un large sourire de soulagement éclaira son visage lorsque je croisai son regard. « Ah putain mec, tu m'as fait une de ces peurs. T'es resté évanoui au moins une bonne heure. » Je tentais vainement de rassembler mes esprits, malgré la douleur. J'ai mal partout. J'ai peur de bouger. J'ignorais cette plainte, concentré sur les battements de mon cœur.
Si ça continuait à ce rythme, je risquais de faire une putain de crise cardiaque. J'ai paumé mon téléphone lorsque je courais. J'espère que t'as le tien, sinon on est mal. Non, répondis-je d'une voix rauque, en tâtant tant bien que mal mes poches vides. Ah merde. Attends, il est peut-être dans la grotte. Fatigué, abasourdi par la douleur, je fermai de nouveau les yeux. J'entendis des bruits de verre cassés quand il bougea. Vieux, j'espère que tes parents sont pas trop à cheval sur l'argent. Autrement ils vont te tuer. Je suis assis sur ton téléphone. Léo, je crois que j'ai une jambe cassée. Ah putain, merde. T'inquiète, on va sortir de là. Merde, paniqua-t-il. Il jura encore un moment, et j'entendis des bruits de mouvement plus bas. Manifestement, il se passait les nerfs sur quelque chose. Et toi, rien de cassé? Lâchai-je les dents serrées. Non, rien, m'assura-t-il. Mais j'ai mal partout. Je n'avais toujours pas ouvert les yeux, si bien que je ne faisais qu'entendre Léo jurer, et chercher dans son sac quelque chose d'utile. On pourrait utiliser la corde pour remonter, proposa-t-il. Trop courte, et avec ma jambe cassée. Ah, de toute façon, ça faisait longtemps qu'on est dehors. Ils ont déjà dû appeler les secours, et ils vont nous retrouver bientôt. Tenta-t-il maladroitement pour me rassurer. Il lui fallut un moment pour aborder le sujet qui nous inquiétait tous les deux. Dis Martin, tu crois que les créatures de dehors sauront nous retrouver? Je ne répondis pas. Un dérangeant silence s'était installé et durait depuis maintenant plusieurs heures. Durant cette période, qui fut pour moi un véritable calvaire, tant la souffrance était présente, me faisant souvent sombrer dans des états de mi-conscience, aucun secours ne se présenta. Léo avait fait l'inventaire de ce qui nous restait de notre festin dans la nature, ainsi que tout ce qui pouvait être utile, dont le couteau de cuisine qui nous servirait d'arme contre un éventuel agresseur. L'ambiance aurait presque pu être calme, tant le silence autour de nous était constant. Si ce n'était ce malaise que nous ressentions au plus profond de nous. C'est à cause de ce silence que j'ai capté le premier, le retour des gémissements, faibles et lointains, mais curieusement réverbérés. Cela me glaça le sang. Cet écho ne pouvait signifier qu'une chose. Les créatures nous avaient rejoints dans le souterrain. Peut-être même ne les avaient-elles jamais quittés. Peut-être nous étions-nous précisément jetés dans leur antre. Lorsque je fis part de ma réflexion à Léo, je vis son visage blanchir. Ok, on garde notre calme. Si elles ne nous entendent pas, elles ne nous trouveront pas. Je ne partageais pas l'espoir de mon ami, et j'avais raison. La nuit était tombée, lorsque Léo remarqua que les bruits se rapprochaient. Bientôt, un immonde bruit de succion accompagna les plaintes, qui devinrent plus fortes, insistantes. Je croyais même avoir distingué les phrases. Ce manège infernal, cette attente, dura jusqu'à ce que les bruits se fassent tout proches. Léo me murmura, d'une voix saturée par l'horreur. « C'est juste dans le coin, là-bas. » Quelques secondes plus tard, nous vîmes la menace. La lune était ronde, pleine, et les étoiles lumineuses, si bien que nous aperçûmes pleinement la chose. C'était quelque chose d'atroce, quelque chose que l'on ne peut décrire sans ternir toute l'horreur qui s'empare de vous quand vous l'observez. Il n'y avait pas plusieurs créatures. Il n'y en avait qu'une, si l'on peut dire. Une monumentale masse de chair sanguinolente se dirigeait vers nous, indistinguable ensemble de plusieurs corps humanoïdes. Des bras, des jambes, des pieds, des yeux, des bouches, parfois même des têtes, émergeaient de l'abominable amas boursouflé qui en était le centre. Et ces êtres marmonnaient des phrases, pour la plupart incompréhensibles. Léo et moi, nous hurlâmes de concert. À nos cris de terreur, la créature sembla répondre par une accélération de son rythme de marche, par de gémissements plus forts, plus enjôleurs et plus plaintifs que jamais. Elle se dirigea droit vers nous, déplaçant son infâme corps sur les parois rocheuses. C'est fou. Je me souviens des phrases que les êtres psalmodiaient. Je me souviens de leurs voix rauques et sourdes. Je me souviens avoir réalisé avec horreur que c'étaient des voix d'enfants. Rejoignez-nous, rejoignez-le. Il est la mère, elle est le père. Nous sommes ensemble qu'il est. Il est tel qu'il devrait être. Rejoignez-nous, rejoignez-le. Nous sommes orphelins et parents.
Des cris de douleur et des plaintes terribles accompagnaient ces phrases terrifiantes. La créature ne pouvait m'atteindre. Elle était trop petite. C'est pour ça que j'ai hurlé à Léo. « Grimpe! Grimpe !» Je vis qu'il avait saisi le couteau de cuisine. Il se tourna vers moi en pleurant. Je ne devais pas être mieux. Derrière lui, la créature avançait à toute vitesse. Je lui tendis la main, qu'il attrapa aussi rapidement qu'il put. Aussitôt, la douleur dans ma jambe me fit me crisper, et je le lâchai. Il retomba sur sa plateforme avant de se relever vivement. « Encore une fois !» lâchai-je les dents serrées. Il m'attrapa la main et commença à grimper, ses dents des appuis sur la paroi. J'avais tellement peur qu'il me fasse tomber avec lui, ou que la créature ne parvienne à l'attraper. Il était à moitié sur ma plateforme, quand, brusquement, il lâcha un cri de douleur atroce. Inhumain. Je ne mis qu'un moment pour comprendre. Une des mains, émergeant du corps de la créature, venait de le saisir à la jambe. Dès lors, ce fut fini pour lui. Je vis sa cheville, lentement, se transformer à son tour en une masse informe de chair. Il hurla plus fort encore quand l'infection se répandit jusqu'à son genou. Petit à petit, la créature avançait, absorbant le corps de mon ami en son sein. Je l'avoue, j'ai voulu le lâcher. J'avais trop peur d'être absorbé à mon tour. Léo, je suis désolé, tellement désolé. Mais cela ne servit à rien. Malgré tous mes efforts pour me détacher de lui, pour éviter d'être emporté, je ne pus rien faire. Nos mains étaient comme soudées. Nos peaux s'étaient reliées. Nos chairs s'étaient mêlées. Je ne ressentais pas encore la douleur de la transformation. Mais Léo, lui, si. Au fur et à mesure que sa jambe se transformait en un amas sanglant et gonflé, il hurlait sans interruption. Soudainement, il se tut et posa sur moi un regard que je ne lui avais encore jamais vu. De la terreur pure, de la douleur. Il commença lui aussi à chuchoter. Il est moi, je suis lui. Ensemble, pas de pièces détachées. Nous, plus jamais seuls. Il cria soudainement. Non, arrêtez! Arrêtez, stop! Le flot de larmes avait doublé sur son visage, et je ne pouvais que le regarder souffrir ainsi. Il arrêta de nouveau de se lamenter, et reporta son attention sur moi. Ses yeux étaient emplis d'une sorte de compassion, mêlée à une folie indéniable. Oh, pouvoir toi être aussi, comme je suis les autres. Mais tu ne veux pas. Non, tu ne veux pas. Pourquoi? Douleur, peur, je suis ça, je ressens ça. Elle te veut en elle. Il n'est pas tien. Il est tout. Il est l'orphelin, mais... Non, mon ami, non. Je peux encore aider. T'en aider. J'étais terrifié. Je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Jusqu'à ce qu'il lève le couteau de cuisine, qu'il tenait toujours dans sa main libre, et ne l'abatte sur mon avant-bras. La douleur me traversa tel un éclair. Je hurlai, tressaillis. Mais il ne s'arrêta pas. Il continua, encore et encore. À la morsure du métal s'ajoutait la souffrance de ma jambe cassée. C'était trop dur, et la terreur, en plus de la fatigue, eut raison de moi. Je m'évanouis. Lorsque je me réveillai, j'étais allongé sur un lit d'hôpital, une jambe dans le plâtre, un moignon, à la place de mon avant-bras. L'école avait envoyé les secours à notre recherche, et ils m'avaient trouvé, inconscient, allongé sur ma plateforme au fond de la crevasse. Il n'y avait aucune trace de mon membre manquant, ou de Léo. Léo. Je ne sais pas si je dois le haïr, ou lui être reconnaissant. Mais au fond, je connais la réponse. C'était mon ami. Il ne m'avait pas abandonné, malgré ma jambe cassée, pour trouver une issue. La douleur, et sûrement ce que cette créature faisait subir à son esprit, avait dû le rendre fou. Il avait voulu me libérer, et y était arrivé. J'aurais tant voulu faire de même pour lui. Désormais, je ne fais plus de sport. Je ne vais plus en camping ou en randonnée. Je ne m'éloigne plus des autres en pensant que c'est une bonne idée. Et plus encore, je ne m'approche plus jamais d'une quelconque montagne. Surtout pas du massif des Bauges. Soyez prudents si vous vous y rendez. Quelque part dans les crevasses erre l'orphelin, une créature de cauchemar. Je suis persuadé qu'elle est liée à la disparition des enfants de l'orphelinat et à la mort du personnel. Ce qui veut dire
qu'elle peut sans doute sortir des crevasses. Si un jour vous entendez de longues plaintes enjôleuses, faites attention. Parmi elles se trouve la voix de mon ami Léo. Une légende raconte que si une personne sensible se balade dans les bois en pleine nuit, cette personne pourrait entendre un son, très faiblement. Parmi les bruits des animaux nocturnes, des branches qui craquent et de l'environnement général d'une forêt en pleine nuit, ce son est très difficile à discerner. C'est un son très faible, semblable à un murmure dans le vent. Mais si vous réussissez à l'entendre, alors il est trop tard pour vous enfuir. La femme amoureuse vous a choisi. Vous entendrez alors ce son, ce murmure, de plus en plus intensément. Si vous êtes avec d'autres personnes durant votre balade nocturne, elles ne l'entendront pas. Et selon les différentes versions de cette légende, il se peut que ces personnes disparaissent tout simplement des bois. Et vous vous retrouverez seul. Bien sûr, ils ne disparaissent pas subitement, comme s'ils avaient l'anneau unique, mais ils auraient une soudaine envie d'aller s'aventurer un peu plus loin. Et généralement, ils y vont dans le noir. Ils éteignent leurs lampes et partent. Vous aurez beau leur dire de rester avec vous, et même de courir pour les rattraper. Mais il est trop tard. Vous ne les reverrez plus jamais. On ne sait pas ce qu'il advient d'eux. À ce stade, vous serez alors seul, et vous aurez l'impression d'entendre des mots dans cette longue plainte lugubre, mais encore incompréhensible. Vous aurez alors l'envie de partir. Vous marcherez sans doute doucement, éclairant avec votre lampe les arbres qui font des formes sinistres dans la noirceur de la nuit. À un moment, votre lampe s'éteindra, quelle que soit la nature de votre lumière. Si c'est du feu, le feu s'éteindra. Une lampe poche, les piles se videront. Votre téléphone, il se déchargera. Vous serez seul, dans le noir. Vous entendrez alors plus distinctement les mots dans cette plainte. Un murmure qui dit « Je t'aime ». Cette voix est celle d'une femme. Très claire, très jolie. Mais vous pourrez alors ressentir une tristesse infinie dans ce son. Puis viendra les bruits de pas, très lointains, mais qui se rapprocheront de vous de plus en plus. Tout d'abord des pas légers, puis des pas de plus en plus lourds et plus rapides. Vous aurez peur, vous essayerez de courir n'importe où, mais les bruits de pas sembleront venir de partout. Soudainement, tout s'arrêtera, et le bois s'éclaircira. Vous verrez alors les arbres avec des couleurs magnifiques, une lumière incroyable et une odeur comme jamais vous n'en avez senti dans votre vie. Puis, vous apercevrez au milieu d'un petit bosquet rempli de fleurs aux couleurs vives et aux formes que vous n'avez jamais vues, une jeune femme, assise de dos. Elle sera en train de chanter avec une voix angélique, qui vous rassurera immédiatement. Vous vous sentirez plus léger, et vous serez attiré vers elle. Quelle que soit votre sexualité, vous serez attiré vers cette personne. Vous marcherez alors doucement vers elle, et elle se levera, toujours de dos. Sa longue chevelure dorée couvrira son dos et ses fesses. Une fois que vous serez assez près d'elle, vous pourrez sentir son parfum, enivrant. Vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de la prendre dans vos bras, d'avoir le parfum de sa peau sur vos lèvres, de sentir la chaleur de son corps sur le vôtre, de poser vos mains sur ce corps divin. Alors que dans votre tête, vous serez dans tous vos états, comme jamais vous n'avez été. Elle vous parlera, toujours de dos. Elle vous demandera d'une voix claire « M'aimes-tu » Vous répondrez alors oui, et elle se retournera doucement. Et alors, tout deviendra noir, sombre. Ce ne sera plus des arbres pleins de feuilles d'or, mais à la place, il y aura des organes humains pleins de sang, accrochés. Des sortes de cocons avec des humains à l'intérieur, tous mutilés, accrochés dans les arbres. Sur le sol se trouvera des cadavres dépecés, à moitié dévorés. L'odeur sera infecte, vous sentirez l'odeur de cadavres en décomposition. Vous regarderez la femme, son visage n'en sera pas un. Il y aura un grand trou sanguinolent à la place des yeux, du nez et de la bouche. Son corps se mettra à convulser, puis de tout de son visage sortira une sorte de longue trompe qui s'ouvrira en très grand, et vous remarquerez que cette trompe est remplie de dents très aiguisées et très sales. Vous entendrez alors un « Je t'aime » d'une voix très rauque, très bestiale.
et ce sera la dernière chose que vous entendrez, car la trompe se posera sur le sommet de votre crâne, et vous serez aspiré à l'intérieur, et vous finirez broyé et mâché. Une fois son repas terminé, la femme amoureuse partira en quête d'une autre personne sensible à dévorer. Et je vous vois venir, on ne sait pas ce qui se passerait si on répond non à sa question, car d'après la légende, personne n'a eu assez de force pour lui dire non. J'ai eu mes petits agneaux alors qu'ils n'avaient que quelques mois. 3 mâles et une femelle. C'est avec un peu de honte que je dois avouer qu'ils n'étaient pas à moi normalement. Je les ai volés lors de vacances que je passais dans le sud, très loin de chez moi donc. Heureusement que j'étais venu avec la caravane, sinon il aurait été difficile de les ramener à la maison. Il fait très froid là où j'habite, alors j'avais peur qu'ils ne succombent rapidement à cause du climat régional qui monte rarement au-dessus des 15 degrés. Je les ai donc installés dans la grange, dans laquelle j'avais préalablement préparé un bel enclos. Au début, je leur donnais le biberon. Qu'ils étaient adorables, à téter comme des affamés. Ah, mais ça grandit vite ces petites bêtes. Trop à mon goût. C'est lors de la 4e année que l'un des mâles est tombé malade. J'ai tout tenté pour le sauver. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Le pauvre était condamné. Je l'ai donc conduit dans la cour, puis je l'ai attaché solidement, et finalement, j'ai écrasé une grosse pierre sur son crâne. Il a remué pendant quelques instants avant de pousser son dernier souffle. Comme j'ai horreur du gâchis, je l'ai fait rôtir pour tuer l'infection bactérienne et je l'ai mangé. Il était très savoureux, mais ça m'a quand même fait de la peine. Je crois me souvenir que j'ai versé une larme. De longues années se sont écoulées sans autre incident. C'étaient de belles bêtes. Elles ne donnaient pas beaucoup de laine, mais chaque été, je leur passais un petit coup de tondeuse, histoire qu'elles n'aient pas trop chaud. Je dois dire que j'étais heureux durant cette période. Mais le bonheur ne dure jamais éternellement, n'est-ce pas? Sûrement à cause des hormones, les 2 mâles restants ont commencé à régulièrement se battre. J'ai dû acheter une clôture de barbelés pour les séparer. Mais ça n'a pas suffi. Un matin, je suis entré dans la grange et une odeur métallique m'a immédiatement agressé les narines. Un des mâles gisait là, baignant dans son sang, éventré. Ça m'a beaucoup peiné. Pourtant, le vrai drame s'est produit lors de la nuit suivante. J'ai été brusquement tiré de mon sommeil par des hurlements déchirants. Heureusement que nous vivions en marge du village, car si nous avions eu des voisins, j'aurais sûrement été arrêté pour tapage nocturne. Je suis descendu en 4e vitesse pour voir ce qu'il se passait. Lorsque j'ai pénétré dans le bâtiment, j'ai rapidement compris la situation. Le mâle tentait un accouplement, ce qui n'avait pas l'air de plaire du tout à la petite femelle. Elle beuglait et se ruait dans tous les sens, si bien qu'elle est tombée dans les barbelés. La pauvre devait souffrir le martyre, mais plus elle se débattait, plus elle s'enchevêtrait dans les fils coupants. Elle est morte au petit matin, des suites de ses blessures. Je n'ai pas pu me résoudre à la manger. Je l'ai enterrée dans le champ, derrière la maison. Ensuite, je suis retourné à la grange et j'ai égorgé la dernière bête. Ce genre d'animal, quand il est esseulé, devient rapidement fou, et je voulais lui éviter cette souffrance. Après ça, j'ai décidé de ne plus jamais avoir d'animaux. Voici les aveux d'Antoine Combe-Sardin, révélés avec une autorisation des autorités à 2 jeunes scénaristes, dans le cadre de son biopic intitulé « Le Berger », actuellement en pré-production. L'homme purge actuellement une peine de réclusion criminelle à vie, après avoir été reconnu coupable d'enlèvement, séquestration et multiples homicides à la suite de la découverte du corps de Lisa, jeune fille de 14 ans, disparue depuis l'âge de 17 mois, retrouvée en bordure de la propriété du dit condamné. Bien que l'un d'eux ait probablement été dévoré, selon les dires du kidnappeur, les corps de Michael, Thomas et Marius n'ont pour l'heure pas été retrouvés. Il était une fois un petit garçon qui vivait avec sa maman et son papa dans une cabane dans les bois. Ce petit garçon était fort et courageux. Son papa et sa maman l'aimaient de tout leur cœur. Il vivait là parce que c'était ce que voulait cet enfant. Et son papa et sa maman auraient donné ciel et terre pour réaliser les rêves de ce petit garçon.
Le petit garçon était en réalité un petit aventurier qui n'avait pas peur du danger. Tous les jours il se battait contre des créatures terrifiantes. Et tous les jours, il rentrait dans la cabane pour sourire à ses parents, en leur disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il était fort et qu'il ne laisserait jamais les monstres s'attaquer à lui. Et c'était vrai. Il a combattu, encore et encore. Et tous les monstres disparurent pour longtemps. Son papa et sa maman étaient très fiers d'avoir un petit garçon aussi brave et courageux. Pour fêter la victoire de l'enfant aventurier sur les créatures, ils décidèrent de faire une balade en bateau, parce que c'est un des plus grands rêves du petit, devenir un pirate. Alors le papa fabriqua une magnifique épée en bois pour le petit. La maman, elle, lui fabriqua un costume du pirate, et le petit enfant était heureux. Il avait un magnifique sourire, le plus beau du monde. Quelques jours plus tard, la petite famille était sur un bateau pirate. Le petit garçon était à la barre, et il navigua incroyablement bien. Seulement, il se passa quelque chose que personne n'avait prévu. La maman, cette sublime femme, a voulu regarder son visage dans l'eau claire de cet océan magique. Elle a approché son visage de l'eau, mais dans cet océan, il y avait quelque chose de magique. Si celui qui regarde son reflet dans l'eau se trouve être incroyablement beau ou belle, il se fait attraper et emporter dans le royaume magique où vivent les plus belles créatures de ce monde. Et comme cette maman était une femme magnifique, elle est tombée à l'eau et personne n'a pu la récupérer. Le papa a tout fait pour essayer, mais malheureusement, elle n'est plus revenue à la surface. Le petit garçon a été très courageux encore une fois. Il est revenu sur la terre ferme et il a donné la main à son papa et ne l'a plus jamais lâché. Le papa et le petit garçon avancèrent tous deux sur une nouvelle terre, encore inexplorée. Le papa n'était plus souriant comme autrefois. Il lui manquait quelque chose. Son cœur s'était transformé et il le regretta. Il aurait tant voulu fouler ce paysage avec sa femme. Le petit garçon était fort. Il a construit tant de choses en si peu de temps. Mais un jour, alors que le papa et le petit garçon mangeaient dans une cabane en bois, ils entendirent un horrible hurlement dehors. Une créature dangereuse, encore plus grosse et méchante que toutes celles que le petit aventurier avait battues dans le passé. Le papa était terrifié. Il savait que cette fois, le petit garçon n'arriverait pas à le battre. Mais il a gardé espoir. Il ne lui a rien dit pour ne pas le décourager. Il a serré son fils dans ses bras avant de le laisser sortir combattre dehors. La bataille était dure et longue. Le petit aventurier ne se laissait pas faire. Il se battait sans relâche et frappait le monstre géant, encore et encore. Par contre, le papa, lui, se cachait sous la table. Il avait une bouteille de lait dans ses mains et buvait jour après jour, parce que ce lait était magique pour lui. Il lui donnait l'impression que tout allait bien. Puis, après des jours et des jours de bataille, le papa n'entendit plus de bruit au dehors. Il se dit que c'était fini. Il est alors sorti de la maison et a vu le monstre géant à terre, terrassé par le petit aventurier.
Puis, il a vu, un peu plus loin, le petit aventurier, debout, plus grand et plus fort que jamais, accompagné de sa maman qui était revenue de l'océan et qui lui donnait la main. Tous les deux ont fait de grands signes au papa, puis sont partis de leur côté, vers une destination que le papa n'a pas réussi à suivre malgré toutes ses tentatives. Il espère juste que son petit aventurier et la maman seront là, quand il trouvera son propre chemin vers cette destination inconnue. 30 avril 2016. Fin des travaux dans l'école Félix Tisserand. Je prends un autre journal pour la rénovation de la cave de l'immeuble 15, qui servira de compte-rendu. 1er mai 2016. Pour le 2 mai, cave rénovée dans l'immeuble 15, ramener de la chaux et des outils. 2 mai 2016. Inondation de la cave. Moi et mes collègues avons dû partir. On y retourne la semaine prochaine. 9 mai 2016. Je retourne seul au travail cette fois. Mes collègues sont sur d'autres chantiers, et le proprio insiste pour que j'y aille seul. Il ne supporte pas le monde et le bruit. Il me laisse carte blanche pour faire de cette cave un endroit propre pour y stocker ses bouteilles. Il m'a néanmoins demandé de ne pas aller dans les autres espaces du sous-sol, réservés aux autres habitants de l'immeuble. J'ai commencé par dégager toutes les grosses pierres afin d'avoir un sol plat. La terre est encore imprégnée d'eau. Pourquoi n'ont-ils pas mis du béton ? 10 mai 2016. J'ai réussi à retrouver ma vieille lampe torche pour mieux m'éclairer. La seule lampe au plafond disponible ne marche pas très bien. Alors que je m'apprêtais à la changer, le proprio est rentré furax. Il m'a ordonné de ne plus toucher au lustre, et si la luminosité ne me convenait pas, je devais prendre une lampe torche. Cet interlude m'a permis de voir que le sol n'était plus très droit. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. N'ayant pas amené ce qu'il fallait pour remédier à ce problème, j'ai commencé à piqueter la pierre afin de faire tomber ce qui s'effrite et dépoussiérer les pierres. 11 mai 2016. Les murs sont restés intacts, donc prêts à recevoir de la chaux pour les rendre présentables et ne pas laisser de pierres sales. Mais le sol était encore plus battu, je dirais. Je m'y suis mal pris. J'ai donc dû tout recommencer, et cette fois, j'ai mis des planches de bois sur le sol. Au moins, mes chaussures ne sont pas couvertes de boue. J'ai presque fini les murs. Vers la fin de la journée, avant de ranger le matériel, je me suis dit que ce serait plus simple d'utiliser les box des autres habitants de l'immeuble pour y stocker toutes mes affaires. Le proprio m'a dit que les autres habitants n'utilisaient pas ces espaces. J'ai donc pris mes clés, qui me garantissaient l'accès aux autres compartiments, et j'ai ouvert la porte qui y menait. Je me suis rendu compte que la cave du proprio était unique. Les autres étaient toutes reliées entre elles, formant une sorte de réseau. Je comprends pourquoi le proprio m'a dit de ne pas y aller. Je pourrais me perdre. J'ai quand même laissé mon équipement dans le box le plus proche. Il était encore très humide, et le sol était plus boueux. Mais comme ça, je gagnerais du temps. Note. J'ai cru entendre un grattement sur un mur, ou sur les planches de bois. Je demanderai au proprio s'il n'y a pas de rat. 12 mai 2016. Le proprio semblait être inquiet pour les grattements, mais m'a affirmé qu'il n'y avait pas de rat. Il m'a également demandé si je pouvais retirer les planches de bois, mais je lui ai laissé entendre qu'il m'avait laissé carte blanche, et que s'il voulait sa cave, il fallait me faire confiance. Il est reparti sans rien dire. Le premier mur est fini. J'ai mis plus de temps que d'habitude. J'ai eu du mal à retrouver mes outils. Je ne savais plus dans quelle salle ils étaient, et je n'emmène pas mon carnet avec moi. Je devrais dormir plus. Je ne peux plus me permettre de perdre de temps comme ça. Et j'ai remarqué que la terre est encore battue dans les dédales souterrains. Même une armée de rats ne peut pas faire bouger la terre. Si ? 13 mai 2016. J'ai commencé le deuxième mur. Une des planches a craqué sous mon poids. Je croyais qu'elles étaient plus résistantes que ça. Finalement, l'humidité aura eu raison de ces planches. Note. J'ai rencontré une résidente de l'immeuble. Elle m'a dit que plus personne n'utilisait ces caves. L'air est trop humide, et les lampes ainsi que les lustres ne diffusent pas assez de lumière. Je n'avais même pas remarqué que toutes les salles avaient le même éclairage. 14 mai 2016. J'ai passé mon samedi à mieux connaître les environnements de la cave.
je suis exténué, et demain est mon jour de repos. Comme l'a dit l'ancienne résidente, l'éclairage est le même partout. La terre a encore été retournée. Je demanderai aux autres habitants s'ils ne viennent pas ici. Je n'aimerais pas les voir être blessés par la chaux qui est corrosive. Plus on s'éloigne de la cave en rénovation, moins il fait clair, et plus il y a d'humidité. Je dois aller voir s'il n'y a pas un soupirail ou quoi que ce soit qui puisse faire des courants d'air. J'ai entendu une porte claquer. 16 mai 2016. Les murs ont été griffés. Il y a des rayures partout. Je ne sais pas si je dois recommencer tout ça, mais l'envie n'y est pas. Le proprio avait l'air étonné et inquiet. Il m'a dit de faire attention et de bien fermer la porte en sortant de la cave. Sérieusement, je ne peux plus continuer. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai passé cette journée à rectifier les dégâts, et plusieurs planches ont été volées. Je me suis tordu la cheville en tombant à cause de ça. Je n'ai malheureusement pas pu faire le tour de l'immeuble pour demander aux résidents de ne pas venir dans le sous-sol, au risque d'avoir une plainte sur le dos. 17 mai 2016. C'est pas possible, ou je deviens fou. On me fait une mauvaise blague. J'ai retrouvé les planches de bois à l'autre bout du complexe. Elles étaient en morceaux. Le proprio est même venu se plaindre. La porte d'un des box avait été fracassée et s'était retrouvée devant sa porte. Oui monsieur, bien sûr, j'en casse pour passer le temps. Je lui ai quand même demandé si un résident aurait pu faire ça. Si quelqu'un venait finalement au sous-sol, au cas où l'autre résidente se serait trompée. Il m'a répondu que non. Ceux-là n'ont jamais été des voisins à problème. J'ai finalement couvert les autres murs de chaux. Tant pis pour les griffures. Le dernier mur est celui où se trouve la porte. Je vais devoir utiliser un grand escabeau pour y mettre la chaux. 18 mai 2016. Je pense que je vais demander un arrêt. J'enchaîne les malchances. J'ai commencé par mettre la chaux sur la portion du mur au-dessus de la porte. J'ai donc pris mon escabeau. Je fais attention à ce que la planche soit solide, et je monte dessus. Arrivé en haut, je commence à faire mon travail, quand j'entends une espèce de frottement. Non, un grognement. Je n'y ai pas prêté attention. J'aurais dû. La planche a craqué, et quelque chose a fait bouger l'escabeau. Ce n'était pas une chute due à la fissure de la planche, non. Quelque chose avait fait bouger l'escabeau. Après ma chute, j'ai enlevé la planche et regardé la terre. Elle avait été remuée. J'ai d'abord pensé à une taupe. Mais sérieusement, ça peut faire ça une taupe? Je m'étais fait mal au dos. Alors, j'ai décidé de partir. Je suis parti ranger mes outils quand j'ai entendu quelque chose courir dans les couloirs. Quelque chose courait. J'en suis sûr. Et ce n'était pas 2 pas par 2 pas, mais plutôt 3 par 3, comme les chevaux. Je me suis enfui en courant. 19 mai 2016. Et je n'y suis pas retourné. Je suis placé en arrêt maladie. Le médecin a bien vu que j'étais inquiet à l'idée d'y retourner. Et mon dos me fait mal. Demain, je vais néanmoins devoir reprendre mes outils. Ceux dans la cave principale et les autres dans la cave d'à côté. 20 mai 2016. Je vais avec un ami à la cave, après ce qui s'est passé, et je n'avais pas envie d'être seul encore une fois. Je vais mettre sur papier tout ce que j'ai fait pour que mes collègues prennent la relève. Je prends une pause. Si je n'écris pas maintenant, je ne pense pas que je le ferai plus tard. Mon ami m'attend dehors dans sa voiture. Il m'a laissé finir le travail. Il a trop mal au dos pour porter le reste de mes outils. Note, dire à mes collègues qui prendront le relais d'emmener leur lampe torche. Avec la fatigue et l'éclairage, on peut voir des ombres bouger sur le mur. Je suis le fameux ami. Je me suis inquiété après 30 minutes d'absence. Alors j'ai décidé de le rejoindre en bas. Je n'ai trouvé que son carnet. Il s'était envolé, le proprio avec lui. J'ai appelé la police. Je leur ai montré le journal, mais ils n'ont rien trouvé d'autre. Aucun indice ne semble confirmer ce que dit le carnet. L'enquête est au point mort. Vient alors la raison de ma présence ici. Je ne peux pas laisser cette affaire en suspens. Et si la police ne peut pas réunir assez de preuves pour boucler cette affaire, je le ferai. Relayez le plus possible. Note, la terre a été retournée. Jeudi 12 mai, 11h34. J'ai décidé d'écrire ce journal pendant les rares instants où je ne suis pas contrôlé. Tu te demandes sûrement de quoi je parle. Eh bien, je me suis rendu compte que toutes mes décisions, toutes mes actions,
ne venait pas de moi. Je suis contrôlé par une force supérieure. Je crois que cette force est presque toujours avec moi. Mais depuis quelque temps, elle nous laisse un peu. Sûrement un autre test. Mes parents ne remarquent rien, comme si tout était normal. Ils agissent de la même façon. Ma petite sœur Christine est trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Mais eux, ils devraient la sentir, non? Cette force, elle revient. Je vais quitter l'ordi. Je ne veux surtout pas que cette force se doute de quelque chose. Vendredi 20 mai, 14h30. Cette fois j'en suis sûr, cette force existe bien. Je l'ai sentie. Chaque fois que je voulais aller vers l'ordinateur, elle était là, m'incitait à faire d'autres choses, me forcer. Je n'avais pas le choix. C'est comme si mon esprit était complètement embrouillé. J'avais une idée fixe, puis celle-ci s'effaçait, et j'en avais une autre. Un bête exemple, mais je me dirigeais vers ma chambre pour lire un livre. Puis, j'oubliais que je voulais lire et partais manger. C'est pire que ce que je pensais. Elle peut nous contrôler de l'intérieur et lit nos pensées. Elle nous oblige. Oh non, je la sens qui revient. Samedi 21 mai, 8h. Ouf, elle n'est pas restée longtemps. Mais hier, il était trop tard pour que je revienne. Donc je suis là maintenant. Je relis les quelques lignes de ce journal intime et je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Sébastien H. Je suis un adolescent paresseux. Il y a une lapalissade dans cette phrase, non? Et j'ai une copine du nom de Sarah. On est ensemble depuis quelques semaines. C'est bizarre, parce que j'ai l'impression de l'aimer. Mais quand la force n'est plus là, je me rends compte qu'en fait, non. Jusqu'où cette force peut aller? Lundi 30 mai, 15h15. Je sais, je n'ai pas pu venir depuis longtemps. Je vais t'expliquer les événements bizarres de cette semaine. J'ai quitté Sarah, mais ensuite, j'ai senti la force et celle-ci m'a poussé à ressortir avec elle. J'ai vu dans ses yeux qu'au début, elle ne voulait pas me pardonner. Puis, plus rien, comme si lui avait pompé une partie d'elle-même. Et au lieu de s'énerver, elle m'a souri, et je ressors avec elle. C'est vraiment bizarre. Je ressors donc avec elle jusqu'à ce que cette force change d'avis. Et l'autre truc étrange, c'est cette table. Avant, notre table était noire, j'en suis persuadé. Mais tout à coup, sa couleur a changé. Marron clair. Je l'ai dit à ma mère qui m'a regardé drôlement et m'a fait « Mais nous avons toujours eu cette table. » Et peu importe à qui je demande, c'est toujours la même chose. Cette putain de table a toujours été là. Je ne comprends vraiment plus rien. Je suis en train de devenir fou. Par pitié, que quelqu'un m'aide. Mercredi 1er juin, 17h08. Ma sœur est morte. Ma sœur est morte. J'ai senti cette force. Elle était là. Elle a tué ma petite sœur. Pourquoi? Jeudi 16 juin, 11h30. Tout le monde semble avoir oublié ma sœur. Tout le monde semble accepter cette putain de force. Pas moi. J'en peux plus. Je vais rejoindre ma sœur. Je ne veux plus qu'on me contrôle et je pense que la seule façon de m'en sortir, c'est de me tuer. Je serai libéré et cette salope ne pourra plus venir me contrôler. Je ne veux plus d'elle. Personne ne la remarque, mais moi oui. J'espère qu'on trouvera ce journal, que quelqu'un sera assez fort pour se liguer contre elle, que quelqu'un pourra enfin faire ce que je n'ai pas réussi à faire, nous libérer. Adieu, cher journal, je n'en peux plus. Adieu, maman, papa, Sarah, je ne voulais pas. Mais je ne peux pas être comme vous. Je ne peux pas supporter cette situation. Et je sais qu'elle ne s'améliorera pas. Je ne suis pas assez fort. Ce soir-là, en allumant mon ordinateur et en changeant ma partie des Sims 3, j'ai poussé un hurlement. Sébastien H, l'un de mes Sims préférés, venait de se suicider. Je le voyais là, pendant misérablement dans la salle de bain. Depuis quand les Sims pouvaient-ils faire ça? Que s'était-il passé? Hier, j'avais veillé à ce qu'il soit heureux. J'avais même amélioré son environnement. Bon, j'avais tué sa sœur, mais j'avais besoin d'un fantôme dans la maison. Mais il n'était plus censé s'en souvenir. J'avais utilisé un code de triche pour effacer le deuil. Je suis resté là, stupéfait. Et j'ai alors vu mes Sims courir vers la salle de bain et pleurer exagérément devant le corps de mon personnage. J'étais statufié et je ne savais pas quoi faire. J'avais de plus en plus peur. Lorsque soudain, le père de la famille, Marc, s'est tourné vers moi. Il y a eu un nouveau désir dans ces statues. Je ne l'avais jamais vu. J'ai donc vérifié ce que c'était. Tuer la force qui me contrôle.
Votre Sims veut tuer la force qui le contrôle, car il sent sa présence. Cela arrive quand ils ont le libre arbitre. Ils sentent qu'ils sont contrôlés. Votre Sims peut éventuellement venir pendant la nuit vous tuer pendant votre sommeil. Plus 50 000 points de bonheur. J'ai eu un frisson de peur et j'ai couru dans les options supprimer le libre arbitre. Quand je suis retourné à ma partie, le désir avait disparu et Sébastien était à nouveau là, sur son ordinateur. Je ne comprenais plus rien. J'avais peur. J'ai supprimé ma partie des Sims 3 et j'ai couru vers mon frère. Lorsque j'ai eu fini de tout lui raconter, il m'a regardé bizarrement. Je vais te mettre de nouveaux Sims. Tu as dû télécharger un truc qu'il ne fallait pas, ou simplement rêver. T'en fais pas. Un jeu ne peut pas tuer. Ouais, t'as raison. Mais le libre arbitre, pour moi c'était fini. Je préférais tout contrôler. Et qu'aucun de mes Sims ne le sache. Mon père était gardien de nuit au musée des Beaux-Arts de Sofia. Je suis arrivé assez tard dans sa vie. Il a eu 2 enfants quand il avait la trentaine. Il a été heureux un temps, je suppose, avant de se remarier avec Mila, ma mère. Je suis né quand il avait 50 ans. Hélas pour nous, notre vie s'est très vite dégradée lorsque j'ai atteint l'adolescence. Que ça a été génétique, que Dieu l'ait voulu, ou que ça a été juste un manque de chance, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Le fait est que son état mental a rapidement commencé à s'effondrer. Ce n'était que des pertes momentanées de mémoire au début, des pertes de lucidité ensuite, puis la démence s'est installée. Je tiens à préciser que dans les années 70, on ne parlait pas encore d'Alzheimer ou d'aphasie. On disait la démence, et puis c'est tout. Fin de la conversation. Restez à croiser les doigts pour que ça ne nous arrive pas à nous, les gens normaux. Mon père était gardien de nuit au musée des Beaux-Arts de Sofia. C'est un beau bâtiment aux couleurs fades, situé au cœur de la capitale. Je crois qu'il aimait faire ce métier, mais il ne nous en parlait pas beaucoup. Quand la démence a commencé à le dévorer, le musée a pris une place plus importante dans notre vie. Il a commencé à en parler régulièrement, au repas, en promenade. Son métier consistait à patrouiller dans les couloirs plats, mais il avait une façon d'en parler. Mon père a toujours été très doué pour conter les histoires, alors nous étions suspendus à ses lèvres. Les sculptures, les natures mortes, les portraits. Ce portrait. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi il parlait autant de Lucifer. Puis, ma mère m'a fait comprendre que c'était l'un des tableaux qui se trouvait là-bas. Ainsi, mon père décrivait souvent ce long couloir avec des lumières tamisées, avec un carrelage rouge et noir, et au fond, le Lucifer de Franz von Stuck. Mon père, amateur d'art, était fasciné par ce tableau. Il racontait qu'il le regardait régulièrement quand le musée se vidait de ses visiteurs. Et plus son cerveau semblait s'éteindre, plus il nous parlait de son travail au musée, et plus il parlait du Lucifer. Ça devenait, si vous me passez l'expression, maladif. Le voilà qui ne voulait plus parler d'autre chose. C'est comme s'il ne voulait rien entendre. Le tableau, les couleurs, le talent de l'artiste, son coup de pinceau. C'était terrible. Il a fini par ne plus me reconnaître. Ma mère s'occupait toujours de lui, mais il devenait un vrai fardeau. Un soir, qu'elle l'avait laissé seul à la maison durant une petite heure, il avait uriné sur le canapé, incapable de retrouver les toilettes dans la maison. Finalement, décision a été prise de le transférer à un hôpital près de Pernik. Ça n'a pas été facile pour ma mère, mais mon père était déjà loin à ce moment-là. C'était juste un poids pour nous. Il était très gentil avec les infirmières, qui le décrivaient comme courtois et obligeant. Il n'avait eu qu'une seule demande, qu'on accroche dans sa chambre le Lucifer de Franz von Stuck. Dans la Bulgarie ruinée des années 80, ce n'était pas une mince affaire, mais il avait en effet eu le droit à sa petite reproduction en noir et blanc sur la table de chevet. La manifestation d'une sorte de dernière volonté, peut-être. Je détestais quand ma mère m'emmenait lui rendre visite à l'hôpital. Je ne veux pas parler de cette période. Mon père nous a quittés le 22 mars 82. En nettoyant sa chambre, j'ai eu un coup de colère noire qui était la conséquence d'années entières de frustration. Devant ma mère paniquée, j'ai ainsi déchiré ses livres auxquels il tenait tant, et son foutu tableau mal imprimé de Lucifer, comme si je le tenais directement responsable. Ça a été la fin de cette époque de douleur,
et le début d'une autre, de deuil et de pardon. Mais certains mystères demeuraient. Il m'a fallu 17 ans pour oser aller le voir. 17 ans. Nous y sommes allés en famille, sans doute car j'avais trop peur d'y aller seul. Bien sûr, il avait changé de musée entre-temps, et j'avais moi aussi changé, j'imagine. J'étais à présent un adulte sérieux, qui avait une famille. L'impression n'en a pas été moins forte, même si je n'avais pas à avoir aussi peur d'une peinture à l'huile de 40 cm. Pourtant, depuis que j'ai enfin vu ce tableau, ma femme a remarqué quelques changements. Au début, c'était juste des petites inattentions que je n'aurais pas eues en temps normal. Puis, elle a remarqué que j'oubliais parfois certains détails de notre vie. Moi, je ne remarque rien, et c'est ça qui m'effraie le plus. Quand elle me reproche d'avoir eu l'air absent à un dîner avec des amis, j'ai du mal à mettre un visage sur les prénoms qu'elle me donne. La brume arrive. C'est comme si je sentais mon cerveau mollir, lentement. Je suis seul, mais je ne suis pas malheureux pour autant. J'arrive encore à reconnaître ma fille et ma femme. J'arrive encore à communiquer. Je ne suis pas le plus à plaindre. Pour mon père, ça avait été hélas bien plus rapide. Malgré tout, je serais incapable de te dire si nous sommes un mardi ou un jeudi. Mais je n'oublie pas cette histoire. Mon père était gardien de nuit au musée des Beaux-Arts de Sofia. C'était un beau bâtiment, aux couleurs fades, situé au cœur de la capitale, qui renfermait le Lucifer de Franz von Stuck et son regard malveillant. Ça, je ne l'oublierai jamais. Dites-moi comment cela s'est déroulé. Que vous est-il arrivé? Je vous l'ai dit, docteur. Je me suis simplement endormi. Dites-moi plus. Aviez-vous changé quelque chose à vos habitudes? Aviez-vous bu de l'alcool ou pris un peu de substance hallucinogène avant de vous mettre au lit? Pathétique. Ici, vous pouvez parler librement. Vous pouvez être tout à fait franc. Plus vous parlerez, plus je serai en mesure de vous aider. Si vous le dites. J'ai tout mon temps. Prenez le temps, vous aussi. Remémorez-vous cette nuit. Essayez de vous souvenir du moindre détail qui vous permettrait d'avancer. Les détails, je n'ai pas besoin de les chercher, docteur. Je sais ce que j'ai vécu. Et ouais, cette nuit-là, j'ai fumé une cigarette, disons, aromatisée. Je vois. Et vous consommez fréquemment? Depuis quelque temps, j'en fumais 1 ou 2 par semaine. Mais je vous assure que ce n'est pas ça qui a causé ce que j'ai vécu. J'ai fumé un joint, mais c'est pas ça qui a provoqué ce qui est arrivé. D'accord. Donc vous avez fumé puis vous êtes parti vous coucher. C'est ça. Environ 2 heures après avoir fumé, j'ai été voir ma vieille mère si elle dormait. Et oui, elle était allongée dans son lit. Elle ne pouvait plus marcher. Elle était si malade. Voulez-vous me parler un peu d'elle? Même si je m'en fous. Ma mère était une femme pleine de courage. Elle m'a élevé seule. Après la mort de mon frère et de mon père, dans un accident, elle a sombré dans l'alcool, mais est restée forte pour moi. Elle s'est battue, a tout fait pour me donner le meilleur. Je la remercierai jamais assez. Je l'aime énormément. Et durant ces dernières semaines, c'est vous qui vous en occupiez? Ouais, je la faisais se balader grâce à la chaise roulante, dans ses quartiers favoris. Lui faisait ses courses, sa cuisine, la laver aussi. Vous n'aviez pas d'infirmière à domicile? Si, bien sûr, mais vous savez ce que c'est avec ce genre de service. J'ai toujours eu peur qu'elle fasse du mal à ma mère. Quand elle venait le matin, j'ai insisté pour rester dans la chambre lors des soins. Et votre maman ne disait rien? Non, docteur. Je pense qu'elle se sentait comme rassurée de m'avoir à ses côtés. Revenons si vous voulez bien à votre nuit. Donc vous avez fumé, puis vérifiez si votre maman allait bien. Puis je suis parti au lit. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet. C'est toujours ce que je fais avant de dormir. Puis, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi. Et c'est là que tout a basculé. Que voulez-vous dire? Expliquez-moi. Avez-vous déjà eu la sensation de tomber durant votre sommeil, docteur? Vous savez, la sensation assez désagréable. Oui, je pense que ça arrive à énormément de personnes. J'espère pas. Pourquoi?
Parce que maintenant je sais. Pour l'avoir vécu. Quand on a cette sensation, ce n'est pas notre cerveau qui vérifie si on n'est pas mort comme le disent les scientifiques. Ah non, docteur. Et selon vous, de quoi s'agit-il alors? Lorsqu'on a cette sensation, nous atterrissons dans un univers parallèle au nôtre. Ouais, je sais que ça a l'air complètement dingue, mais c'est ce qui arrive. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors que je m'endormais, j'ai eu cette sensation et je me suis réveillé. J'ai voulu attraper mon téléphone pour regarder l'heure, mais mon téléphone n'était plus sur la table de chevet. C'est assez maigre pour penser à un univers parallèle, vous ne pensez pas? Vous l'aviez sans doute posé ailleurs, sans vous en souvenir. Je sais bien que c'est maigre, docteur, mais je suis certain de l'avoir posé sur la table de chevet. C'est ce que je fais toujours. C'est un automatisme. Poursuivez. Mon téléphone n'était pas à sa place. Ça m'a beaucoup perturbé. Je me suis assis sur le lit et j'ai regardé autour de moi. C'était bien ma chambre, mais quelque chose semblait différent. Et je n'arrivais pas à dire quoi. Mais je sentais que quelque chose était inhabituel. J'ai allumé la lampe, qui était elle aussi sur ma table de chevet, et j'ai regardé autour de moi, attentivement. Rien n'avait changé. Donc, votre théorie est fausse. Non, docteur. Laissez-moi finir. Je me suis levé parce que je voulais aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Il y a un tableau avec des photos sur mon mur à côté de la porte d'entrée de ma chambre. Les photos qui étaient dessus cette nuit-là, ce n'étaient pas les photos que j'avais mis dessus. Je ne connaissais pas ces photos. Mais j'étais dessus. Ces photos de moi avec ma mère, dans des lieux où je ne me souvenais pas avoir été. Et la chose la plus étonnante et la plus étrange que j'ai vue, c'était des photos de moi et mon père, qui semblaient avoir été prises récemment. C'était incompréhensible. Mon père étant mort il y a des années. Si je comprends bien, vous aviez dans votre chambre des photos qu'il était impossible d'avoir prises, c'est ça? Oui, docteur. Mon père est mort. Et n'avez-vous pas pensé à une personne qui vous aurait fait une très mauvaise blague, d'un goût très douteux? Personne n'entre dans ma chambre, et je vis seul avec ma mère. Elle ne peut pas se déplacer, et en plus, jamais. Elle ne m'aurait jamais fait ça. Très bien. Qu'avez-vous fait ensuite? C'est inutile. J'ai décroché une de ces photos, et je l'ai regardée attentivement. Je n'en revenais pas. Ensuite, je suis sorti de ma chambre dans l'idée d'aller voir ma mère pour lui demander si elle avait déjà vu cette photo. J'ai donc descendu les escaliers de la maison. Tout était comme d'habitude. Quand je suis arrivé en bas, je m'avançais vers la chambre de ma mère. Sauf que j'ai entendu un bruit venant de la cuisine. J'ai stoppé net ma marche pour écouter. J'avais peur d'un cambrioleur. Mais les bruits n'étaient pas ceux de quelqu'un qui fouille n'importe où. La personne présente se préparait un café. Un café, en pleine nuit. Il y a de quoi être surpris en effet. Je vois pas ce qui vous fait rire, docteur. Je suis en train de vous raconter ce que j'ai vécu. Et vous trouvez ça drôle? Non, continuez, je vous en prie. Donc vous avez retenu quelqu'un se faire un café, et ensuite, qu'avez-vous fait? J'ai dit à haute voix, « Maman ?» Et là, j'ai entendu un bruit de vaisselle tomber à terre et casser. Cette personne venait de faire tomber sa tasse. Puis, j'ai entendu une voix, celle de ma mère qui a dit « Lucas, tu es ici? C'est impossible. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'osais pas entrer dans la pièce. Je dois avouer que j'avais peur de ce que j'allais y trouver. Parce que jamais ma mère n'aurait pu se rendre seule à la cuisine. Du coup, j'ai répondu « Oui maman, c'est moi. Comment tu as fait pour aller à la cuisine seule ?» Et elle m'a répondu « Lucas, je suis vraiment désolé. Ne me fais pas de mal. » J'avoue que je ne comprends pas trop ce que vous me dites. Mais poursuivez. C'est bientôt ta fin. Je suis entré doucement dans la pièce. Et j'ai vu un spectacle épouvantable. Du sang, n'est-ce pas? Du sang partout. Enfin. Comment vous savez, docteur? Ne faites pas attention à moi. Poursuivez. Et vite. Donc oui, du sang partout dans la pièce. C'était pas ça le pire. Il y avait ma mère debout, en plein milieu de la cuisine. Et
Elle semblait en meilleure santé que quand je l'avais laissée avant de me coucher. Elle regardait partout autour d'elle, mais ne semblait pas me voir. C'est très curieux, ça. Tu n'as pas encore compris. Je me suis approché d'elle. Mais elle ne faisait que fixer le coin de la pièce, là où se trouvait quelque chose enveloppé d'un drap couvert de sang. Alors qu'on regardait tous les deux cette chose, ma mère a recommencé à parler. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait été prise de folie suite à un accident de voiture que j'aurais eu et qui a causé la mort de mon père il y a quelques jours. Je ne comprenais pas. Je lui ai répondu qu'elle devrait aller se coucher. Mais elle ne me répondait pas. Elle s'est effondrée par terre et s'est mise à hurler qu'elle était désolée. Alors que je voulais m'approcher d'elle pour la relever, j'ai entendu des pas dévaler les escaliers en courant. Qui était-ce? Mon frère. Oui. Celui-là même qui était censé être mort depuis des années. Bien sûr, il avait vieilli, mais je l'ai de suite reconnu. Je n'en revenais pas. Il m'a littéralement traversé le corps pour aller rejoindre ma mère et la prendre dans ses bras. Elle lui disait qu'elle m'avait tué, et lui pleurait, en lui tenant la tête et en l'embrassant sur le front. Il lui disait qu'il fallait appeler la police. Elle a pointé du doigt la chose enveloppée d'un drap, et mon frère est parti voir. Il a doucement approché sa main du drap pour l'enlever. Et je me suis vu, assis par terre, les yeux dans le vide, complètement défiguré par des coups de couteau. Mes vêtements étaient couverts de sang. Au même moment, je commençais à avoir des douleurs au niveau du visage. Je me suis touché les joues et j'ai senti un liquide. J'ai regardé ma main et il y avait du sang. C'est très spécial ce que vous me dites. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû intervenir. Comment ça? Je comprends pas, docteur. C'est à partir de ce moment que quoi? Que j'ai dû intervenir. Parce que vous êtes arrivé bien trop tôt, ou trop tard dans cet univers. Je comprends pas. Ce n'est rien. Continuez votre fantastique récit. D'accord. Alors mon frère a soulevé ce drap. Et j'ai vu mon corps, puis... des entailles sont formées sur mon corps. Aux emplacements des entailles de mon moi de ce monde. Pendant ce temps, ma mère pleurait, et mon frère était debout, en contemplant le corps plein de sang. Et c'est assez étrange. J'avais l'impression de rêver. D'être endormi, mais réveillé en même temps. Puis la salle dans laquelle j'étais s'est mise à trembler. Mais ma mère et mon frère ne semblaient pas le sentir. Seul moi, essayais de m'accrocher quelque part. Mais en vain. Puis une grande lumière aveuglante m'a fait fermer les yeux Et vous voilà ici. Je sais pas. Je crois que j'ai dû tomber dans le coma, ou quelque chose comme ça. Non, c'est moi qui vous ai amené ici. Et vous ne pourrez plus repartir d'ici. Comment ça? Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Vous n'auriez pas dû venir ici. Il y a eu un souci. Quand vous les humains avez la sensation de tomber durant votre sommeil, vous avez raison, vous allez en réalité dans un univers parallèle au vôtre. En temps normal, vous ne voyez pas la différence avec l'univers que vous venez de quitter. Quand vous avez cette sensation, c'est que vous êtes mort dans le monde où vous vous êtes endormi, mais avez été comme transféré dans le monde le plus proche de votre réalité. C'est un peu compliqué à suivre pour les humains. Non, je comprends. Mais comment vous savez tout ça? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est moi qui vous ai amené ici. Le monde dans lequel vous avez atterri a eu un souci. Votre mère vous avait tué, alors même que vous veniez d'arriver dans votre nouveau lit. Du coup, le transfert n'a pas pu avoir lieu. Vous avez gardé vos anciens souvenirs, etc. Et votre enveloppe corporelle n'a pas pu être créée. Vous étiez invisible. C'est ce que vous appelez des fantômes. Ça n'existe pas. Ce sont juste des transferts mal faits. C'est tout. Mais où est le problème? Si c'est vous qui m'avez amené ici, ramenez-moi chez mon ancien moi. C'est malheureusement impossible. Vous êtes mort dans ce monde. Vous imaginez si d'un coup vous revenez à la vie? Vos proches ne comprendraient pas. Je vais pas me laisser enfermer ici. Je vais me réveiller, il le faut. Vous ne dormez pas. Réveille-toi. Au fait, Réveille-toi. si jamais vous réussissez à vous réveiller dans un autre monde, vous ne vous souviendrez plus de cette conversation. Réveille-toi. C'est pour cette raison que je vous ai tout fait me raconter, pour que je puisse effacer vos souvenirs. Réveille-toi. Salut. J'ai vu un truc bizarre dans mon téléphone. La fonction enregistrement s'est mise à marcher.
C'est bizarre. Je viens de me lever, et je vois qu'un enregistrement s'est lancé pendant que je dormais. Je vais le lancer et écouter. Ça peut être intéressant d'entendre ce qu'il se passe quand je dors. Et ensuite, j'irai voir ma mère. C'est bientôt l'heure de son réveil. Bon, je lance. Je vous l'ai dit, docteur. Je me suis simplement endormi. Si vous le dites. Les détails, je n'ai pas besoin de les chercher, docteur. Je sais ce que j'ai vécu. Et ouais, cette nuit-là, j'ai fumé une cigarette, disons, aromatisée. Depuis quelque temps, j'en fumais 1 ou 2 par semaine. Mais je vous assure que ce n'est pas ça qui a causé ce que j'ai vécu. J'ai fumé un joint, mais c'est pas ça qui a provoqué ce qui est arrivé. C'est ça. Environ 2 heures après avoir fumé, j'ai été voir ma vieille mère si elle dormait.